État des résultats, la mise en candidature et élection. Ça veut dire qu'il va y en avoir plus qui vont se proposer qu'on a de places disponibles. C'est le fun, ça. Période de questions, puis levée de l'Assemblée. Les membres du CA actuellement, il y a moi. Excusez. Trésorerie. Vous voyez, la ligne est blanche. Et il nous manque quelqu'un là. Danny Charon de l'UQAT, Sébastien Dastou de la Ville d'Amos, Michael Lavoie de Polyplace, Claude Balleux, d'ADN Organisation, Philippe Belzile de Glencore, Georges Junior Bernier de Wajax, Abdelaziz Boujad, je le dis-tu comme il faut? OK. Oups. Mauvais clic. Étudiant à l'UQAT, Yvon Couture, qui, quand j'ai écrit ça, était consultant, mais maintenant, c'est Normette. Au niveau des activités, on a fait 9 conférences mensuelles. On a dû en annuler une. On n'a pas réussi à faire des conférences à la SAR dans la saison passée. On a déjà une cette année. 9 conférences maillage, ça c'est un doublon, et 9 dîners croissance boursière. Dans la semaine minière, on a eu plusieurs activités, 3 dîners-conférences, 2 visites de sites miniers, une vidéoconférence avec Ami 3, les conférences croissance boursière, j'ai oublié de l'indiquer, mais c'était avec Ami 3, une soirée cinéma, un 5 à 7 affaires et cocktails. Ensuite, au niveau des activités diverses, on a publié 9 titres de la semaine avec Ami 3 sur Facebook, les titres boursiers. Une journée maillage minière, 58 capsules radio. Capsule radio, c'est 30 secondes. Il y a à peu près 10 secondes ICM Amos, puis 20 secondes pour les commanditaires pour présenter les activités. Un dépliant informatif. Puis au niveau des activités sociales, c'est une cabane à sucre, une semaine de golf, des soirées des hommes, soirées des femmes, soirées mixtes dans la même semaine. Puis le golf ICM, chambre de commerce, finalement, il n'y a pas vraiment eu lieu. Puis le kiosque à ICM Montréal, ICM Amos, on avait un kiosque, on était là. C'était un très gros congrès, vraiment très bon. Au niveau des dons et commandites, 19 600 $ ont été remises en bourse aux étudiants de divers niveaux. Et 14 700 en support financier. Support financier, c'est quand on contribue aux activités d'organismes ou de l'argent qu'on va remettre aux fondations UQAT, Cégep et ICM. Au niveau monétaire, on a commencé l'année au 1er août 2022 avec 74 000. Puis on a fini l'année au 31 juillet 2023 avec 83 000. Au niveau des revenus, il y a eu presque 96 000, puis au niveau des dépenses, presque 85 000. Les dépenses, c'est principalement des bourses, les conférences, puis la semaine minière et les golfs. Puis au niveau des revenus, c'est les commanditaires, la semaine minière et les golfs. Fait que ça nous fait un profit dans l'année de 9 000 $. Comme vous l'avez vu dans le tableau en commençant, il y a, on aimerait avoir 13 administrateurs. Il y a deux postes de libre. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, c'est le temps de lever la main. C'est pas de même, faut que tu la chatouilles pour qu'elle lève la main. OK, on aurait 2, 3, 4. Hey, je capote. Écoute, on va devoir procéder avec une élection du jamais vu.
OK. Fait que, finalement, ce ne sera pas 10 minutes, montre en main. On a du papier. Oui. Prends la deuxième page. Puis le stylo, il y en a un qui circule sur le pad. Ah, OK. Excuse-moi, j'ai vraiment pas compris. Oui, mais j'ai dû t'enlever parce que sinon, en ayant tout le temps un absent, on n'avait plus de quorum. J'ai besoin des noms des mises en candidature. Danica Pasqua. Un petit peu. Danica Pasqua. Je suis géologue pour Agnico Eagle. Lucie Mathieu, je suis géologue pour Consultation Géox Incorporée. Jonathan Kimbokosu, chargé de projet en environnement au BVT. Il y avait un quatrième, oui. Benjamin Amelsir, ingénieur électrique et gestionnaire des comptes ici en Abitibi pour Schneider Electric. Ah oui. Juste avec les noms, c'est peut-être pas assez. On devrait peut-être laisser 2 minutes pour s'exprimer. Là. Excellent. En haut, il y a une paire de ciseaux. J'ai déjà emprunté tantôt. Ah, bon, OK. On va en avant. Présente et pourquoi ça t'intéresse. En fait, comme une entrevue. Pourquoi qu'il ne faut pas t'engager? Bonsoir tout le monde. Je suis géologue. J'ai fait toute ma carrière en géologie, plutôt métallogéniste, plutôt spécialiste des minéralisations, de comment elles se forment, sur tout type de gisement, principalement spécialisé sur l'archéen. Ça peut être utile au Québec. Et puis la raison pour laquelle j'aimerais le poste d'administrateur, c'est parce que j'ai vraiment une passion pour la transmission de ce qu'on fait dans le domaine minéral, dans le domaine minier, dans le domaine de l'exploration, de transmettre ça au public spécialisé, bien sûr, et aussi au grand public. Donc d'aider à la diffusion des connaissances, c'est une des choses que j'aime le plus. Donc voilà pourquoi je pose ma candidature ce soir. Merci. Merci, Lucie. On va aller avec Danica. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle... Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Danica Pasqua. Je suis géologue de production et modélisation pour Agnico Eagle. Présentement, je travaille à la mine Meliadine au Nunavut, mais je travaille à distance de la maison. Je viens de déménager en Abitibi cette année, comme en janvier. C'est ça, j'aimerais m'impliquer plus à ICM pour les activités, puis aussi connaître du monde d'Abitibi. Plus, je parle plusieurs langues, je parle 6 langues. Alors, j'aimerais peut-être, comme, je ne sais pas, inviter les autres mondes qui parlent espagnol, portugais, même le russe, j'en parle. Merci beaucoup. Merci, Danica. Jonathan. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Jonathan Kimbokosu Kusa. Donc, j'ai une maîtrise en restauration de sites forestiers improductifs. Je travaille comme chargé de projet en environnement à l'OBVT. Mon plus grand désir, je pense que tout le monde attend impatiemment cette réponse, j'aimerais mieux apprendre comment on fait la restauration minière à travers dans les entreprises minières ici au niveau du Québec. En participant davantage dans les rencontres de l'ICM, je comprendrai
comment ces circuits, ça se passe, parce que mon plus grand désir, c'est que quand je vais rentrer dans mon pays, la République démocratique du Congo, de pouvoir apporter cette expertise également, c'est-à-dire concilier ce que je connais de l'écologie forestière avec le domaine minier pour restaurer, parce que là-bas, c'est un enjeu très, très important. Merci beaucoup. Merci, Jonathan. Bonjour tout le monde, Benjamin Melsir. En fin de compte, moi, j'ai travaillé, même si j'ai l'air très jeune, depuis 2011, je travaille dans le domaine pas mal minier industriel. J'ai travaillé pour un contracteur de 2011 à 2021. Fait que j'ai travaillé pour les Anico, les Glencore, les Westdome. Depuis 2021, je suis le poste de gestionnaire de compte chez Schneider Electric, qui est un manufacturier peu connu en Abitibi, mais qu'on est partout. On est chez Anico, chez les Glencore, chez les Westdome. Fait que je travaille beaucoup. Mes clients, c'est tous des miniers. J'ai quand même une très grande expertise au niveau industriel minier. J'aimerais apporter également mes connaissances à l'ICM. Ces deux branches qui se touchent beaucoup. L'ICM, la présentation minière ici, et ma profession en soi. Fait que je trouve que ça va de pair les deux. Fait que j'aimerais apporter mon soutien dans l'ICM. Là. Merci beaucoup. Merci, Benjamin. Okay. Danny, Danny n'est pas revenu encore. Est-ce que tout le monde avait rempli? Oui. Ah, non. Oh, il en manquait. Ça ne devrait pas être bien long. En attendant, je vais juste continuer avec les annonces habituelles. Comme on l'a fait l'année passée, on continue cette année avec des bourses aux étudiants. Il y avait une première moitié de la saison qui se terminait à soir. Fait qu'on a 5 étudiants confirmés qui ont participé aux conférences, ce qui fait qu'on va faire le tirage tantôt. Il y avait 2 bourses de 1 000 chacune à soir, puis en juin, ça va être les 3 dernières bourses de 1 000 chacune. Chaque présence à une conférence donne une chance de gagner. Évidemment, je dis confirmé parce que je demande une preuve de scolarité. La feuille de présence, OK, on l'a fait circuler. Justin, il manquait encore la feuille ici. Ça me sert à vous envoyer les invitations, m'assurer que vous êtes sur la liste d'envoi et vous envoyer le PDF de la présentation. Si vous participez pour la première fois, je le dis à toutes les fois, puis à toutes les fois, c'est la même chose. Il y en a tout le temps qui réussissent à me surprendre avec une écriture que je ne suis pas capable de lire, puis ça ne marche pas. Fait que si vous ne recevez pas les courriels, c'est parce que votre adresse courriel n'a pas fonctionné. À ce moment-là, je vous recommande fortement, si vous avez une carte d'affaires, de la mettre dans la boîte qui est là. C'est l'impression, les imprimer, là, c'est pas mal plus facile. Les gens qui sont en ligne sur Zoom ou Facebook, vous pouvez poser des questions, envoyez-les dans le texte, puis on va poser les questions à la fin de la conférence. Les conférences sont toujours web diffusées. En passant, le mois dernier, à la SAR, on a été agréablement surpris. On ne pensait pas être capable de web diffuser la conférence, mais on a été capable de le faire. Ce qui fait qu'en février, quand on prévoit retourner à la salle, la conférence va aussi être web diffusée en direct. Et assurez-vous de communiquer vos coordonnées si vous voulez recevoir les informations, pour ceux qui sont en ligne, particulièrement Facebook et Zoom, là. Ceux qui sont dans la salle, je vous demanderais de penser à mettre vos téléphones à mute, pas à mute, mais à off, ou tout au moins couper le son. Oui, sur la feuille que vous avez, n'oubliez pas de voter effectivement pour 2 personnes. On va ramasser les noms. Pendant la conférence, on va les compiler, puis on va vous donner le résultat à la fin de la conférence. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions?
D'autres questions que avez-vous un crayon? Bien, merci. Ça termine l'AGA avec l'annonce des nouveaux administrateurs qu'on va procéder juste après la conférence. Bon. La conférence de ce soir est donnée par M. Tony Brisson. M. Brisson a joint les rangs de SOCEM en 2021 à titre de PDG. Il compte plus de 30 ans d'expérience en exploration pour les métaux précieux et pour les métaux de base au Canada et en Afrique. Il a entre autres œuvré pour Goldcorp, IAM Gold, Focus Metals, Ressources Cogitor, Ressources Breakwater et Cambiar. M. Brisson a siégé à divers conseils d'administration de sociétés d'exploration junior et de l'AMQ. Il est membre de l'Ordre des géologues du Québec. On va aussi avoir un deuxième conférencier qui est, je n'ai pas le prénom, M. Lauzon. Gabriel Lauzon, excusez. Il a rejoint l'équipe de SOCEM en 2017 et occupe actuellement le poste de géoscientifique principal par intérim. Il est détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires ainsi que d'un baccalauréat et d'une maîtrise en sciences de la Terre et de l'atmosphère. Il apporte une expertise multidimensionnelle à l'organisation. Il a participé à plusieurs projets touchant les métaux de base, l'or et les métaux industriels. Les minéraux industriels, Ayant un intérêt marqué pour la géochimie de l'environnement secondaire et de la géologie économique, il participe activement au développement de stratégies d'exploration et à la génération de projets. Tony. Est-ce que ça fonctionne? C'est bon. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu en si grand nombre. Je reconnais plusieurs visages. C'est le fun de revoir des collègues et des amis ce soir. Donc, la présentation va se décliner en 4 parties essentiellement. Je vais faire un retour un peu sur la stratégie de SOCEM actuelle, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. Ensuite de ça, on va aller directement sur les différents projets sur lesquels nous avons eu des succès conséquents cette année, en 2023, c'est-à-dire le secteur de la mine Selby. On va parler ensuite de ça, de nos succès dans le lithium et dans les nickel-cuivre. Donc, pas spécifiquement localisé, mais plus en termes de commodité à ce moment-là. Donc, si on parle de SOCEM, pour ceux qui ne le savent pas, mais je fais quand même un rappel, SOCEM existe depuis 1965. Ça a été fondé par le gouvernement Lesage à l'époque de la création d'entités pour créer de la richesse au Québec, qu'on pense à Hydro-Québec, la SOCIP à l'époque qui s'occupait plus des hydrocarbures, et la SOCEM. Donc, on parle de 58 ans. C'est plus vieux que plusieurs d'entre nous, malgré qu'on a des têtes blanches, mais bon. Depuis quelques années maintenant, SOCEM est devenu une filiale à part entière d'Investissement Québec, ce qui veut dire que nous sommes une société d'État parapublique financée par les fonds propres d'Investissement Québec, ce qui assure un financement récurrent, un petit peu moins sensible au cycle, la variation du prix des métaux et des marchés boursiers, qui, comme vous le savez, de temps en temps peut faire en sorte que ça devient de longues traversées du désert de travailler en exploration minière au Québec et ailleurs dans le monde. Donc, notre modèle d'affaires, on fait de l'exploration, de la génération de projets, aller jusqu'aux études économiques. Essentiellement, durant tout ce parcours-là, il va arriver des partenaires ça fait partie intégrante de notre modèle d'affaires. On a notre propre équipe de géologues. On a des bureaux à Chibougamau et à Val-d'Or. Présentement, on doit tourner aux alentours d'une quinzaine de géologues
à peu près. Puis, on a un département de géomatique, gestion de territoire, administration qui viennent en support à nos gens pour faire l'exploration. En 58 ans, c'est évident qu'on a développé une grande connaissance du territoire, de la réglementation, des communautés. On a travaillé dans l'ensemble du Québec, ce qui nous donne une bonne expérience à ce niveau-là également. Et on a reçu la certification Écologo pour l'exploration minière. On était dans la première cohorte de compagnies d'exploration en tant que telle à recevoir cette certification-là. Je reviens un peu sur la mission de SOCEM. La mission de SOCEM, c'est favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur des ressources minérales du Québec. Ça veut dire aussi de faire en sorte que nos projets qu'on développe à travers le Québec ne tombent pas en dormance trop longtemps. Donc, parce que ça va vraiment à l'encontre de l'exploration. Ce qui fait en sorte que juste dans la dernière année, SOCEM a optionné ou vendu 13 projets miniers à travers le Québec. Et depuis les 3 dernières années, c'est environ 20 et 25 projets là, qui ont été comme ça sortis ou optionnés par SOCEM pour justement revitaliser certains secteurs qui autrement seraient en dormance. Donc, c'est ça, favoriser l'exploration aussi. Ce n'est pas juste aller forer ou aller prospecter sur des terrains. La carte à droite montre les projets de SOCEM. Le code de couleur, essentiellement, en jaune, vous avez les projets aurifères, en rouge, les projets de métaux de base, et en vert, les projets de minéraux critiques et stratégiques. Vous voyez qu'on est présent à l'ensemble du territoire du Québec. Les projets avancés, c'est les triangles. Les projets en forage, c'est les carrés. Les projets en prospection, donc on appelle grassroots, sont les cercles. On parle d'une 50aine de projets au Québec qui couvrent plus de 600 000 hectares dans les minéraux critiques, les métaux de base et les projets aurifères. C'est à peu près 1/3 chacun, grosso modo. Donc, ce qu'on fait, on fait la génération de projets, la prospection, la cartographie, décapage, forage, estimation des ressources, études économiques. C'est le spectre dans lequel on agit présentement. Depuis 1965, il y a 7 découvertes de SOCEM qui ont été amenées en production, qui sont devenues des mines actives dans 7 commodités différentes. Donc, on parle autant de sel, la mine sélène, de niobium, d'or, de zinc, de cuivre, de nickel et de diamant. Présentement, jusqu'à récemment, il y avait trois mines qui étaient encore en activité qui provenaient de découvertes de SOCEM. On parlait de la mine Stornoway qui a été fermée récemment. Donc maintenant, il reste la mine Sélène et la mine Niobec qui provient de découvertes initialement faites par SOCEM. Et il y a 2 projets de lithium et de terres rares qui progressent vers des étapes plus avancées de mise en valeur, de construction, etc. Oh, il y a un petit problème de mise à jour, je pense. Je prends un petit peu de temps pour parler des partenariats. C'est vraiment dans l'ADN de SOCEM de développer ces projets avec des partenaires de toutes les sortes au fil du temps. On a toutes sortes de types de partenariats. Comme je vous ai mentionné tantôt, notre financement qui est plutôt stable nous permet d'avoir une vision à plus long terme, donc ce qui nous permet d'avoir des assises un peu plus solides pour développer des partenariats structurants. Coudon, c'est-tu moi qui fais ça? Ou? Il y a quelqu'un qui a pris le contrôle de l'ordinateur. Donc, je disais, les différents modèles de partenariat, on a les alliances stratégiques. Essentiellement, on définit un territoire, puis on s'associe avec une compagnie pour dégager des cibles sur ce territoire-là et prendre des titres miniers et réaliser l'exploration. On a fait récemment ça avec Midland Exploration dans la fosse du Labrador,
ce qui donne des très bons résultats également. L'éco-entreprise, qu'on connaît tous, qu'on appelle ça des joint ventures, SOCEM peut optionner ses propriétés ou on peut aussi optionner des propriétés d'autres compagnies. C'est des deux côtés. Beaucoup de partenariats avec les universitaires et des consortiums de recherche. Le premier qui nous vient à l'esprit, évidemment, c'est Consorem, qui est très actif dans ce domaine-là. On est extrêmement impliqué dans le plan québécois de valorisation des minéraux critiques et stratégiques. On travaille de pair avec Investissement Québec et avec le gouvernement du Québec pour faire avancer ce dossier-là, qui est un dossier très important. On en entend parler plus que jamais avec le développement de la filière batterie, entre autres. L'autre aspect, c'est qu'on a quand même un portefeuille de projets aurifères puis de projets de métaux de base très prometteur qu'on poursuit à l'avancement de ces projets-là. Exemple de partenariat, on a Glencore qui maintenant travaille les secteurs de Matagami qui sont maintenant travaillés par Nouveau Minerals. On a une série de projets dans ce secteur-là qui sont en partenariat avec Glencore. Sayona Mining, qu'on connaît tous. Azimut, Midland, Thomas Gold, Maple Gold, VR, Norton Superior Resources, et j'en passe quelques-uns, et d'autres à venir. Donc, ça fait un peu le tour de la mise à jour un peu stratégique de SOCEM. Si on parle spécifiquement des minéraux critiques et stratégiques MCS pour les intimes, vous avez ici une carte qui présente les principaux projets. En orange, ce sont les projets de lithium, toujours le même symbolique en cercle, des projets de prospection, en carré, les projets de forage, en triangle, les projets avancés. En mauve, vous avez les projets de nickel-cuivre qu'on est en train d'explorer. Et le triangle bleu, c'est un projet de terre rare. Certains de ces projets-là, en fait, plusieurs, sont développés en partenariat. Le secteur de la baie James, en particulier ici, s'est développé en co-entreprise avec Exploration Azimut. Il y a le projet Mont-Blanc qui est ici, qui est à 40-60 avec Sayona. Le projet Skyfall, qui est situé en fait à l'est de Windfall, qui est un projet de nickel-cuivre qui est développé avec Viard. D'autres projets sont à 100% SOCEM. On pense à une série de projets nickel-cuivre dans le parc autochtone Grenvillien, Holbert, Beauregard, Cardinal. Mon collègue Gabriel va vous entretenir là-dessus tantôt. Projet Juno de lithium, situé non loin de Mont-Blanc. Projet Lac-Arbour, qui est un projet, ma foi, de métaux de base d'or, mais qui maintenant, comme plusieurs projets à la baie James, est devenu un projet litinifère. Projet Estron de cuivre et Quijibo de terre rare. Ça nous amène au premier secteur dont on veut développer un peu plus, le secteur CELB. En passant, on vous a amené de la carotte ce soir. Sur chacun des projets qu'on va discuter, on a de la carotte de CELB, de la carotte de Mont-Blanc, je crois, et la carotte de Cardinal. Donc, on couvre l'aspect lithium, l'aspect métaux de base et l'aspect nickel-cuivre. Je vous invite à regarder ça. Il y a quand même de la belle carotte là-bas. Secteur CELB, c'est le secteur le plus près d'ici, je vous dirais, qui est très actif pour SOCEM. 100 km à l'ouest de Matagami, 100 km au nord de la Sarre, sur le territoire de la communauté algonquine de Picogan. Beaucoup d'infrastructures. On a une route qui est ouverte à l'année dans le secteur qui passe sur les propriétés. L'ancienne mine CELB qui est là, camp d'exploration de Technominex. Donc, accessible à l'année, mais préférentiellement favorable à l'hiver parce qu'il y a pas mal de terre humide dans le coin. On parle de 356 titres miniers sur 5 propriétés différentes. Une carte des propriétés. Les différents blocs de couleurs représentent les propriétés. Voici Bécheffer, qui est un projet plutôt aurifère. On a optionné ce projet-là cette année. Ça faisait quelques années qu'il dormait. On avait plus ou moins d'idées de nouvelles cibles. Donc, on l'a optionné à une compagnie qui s'appelle Melchior, qui avait déjà un projet adjacent
Donc, ça nous permet de revitaliser ce projet-là et puis d'avoir un partenariat qui va faire en sorte qu'eux vont consolider le territoire, ce qui fait que ça devient gagnant-gagnant pour tout le monde. Si on se déplace vers l'ouest, le projet B26, qui est un gîte de sulfure massif qui a été découvert par SOCEM, avec des ressources indiquées de l'ordre de 7 millions de tonnes à 1,3 de cuivre, 1,8 de zinc, 0,6 grammes de tonnes d'or et 43 grammes d'argent, avec des ressources présumées de 4,4 millions de tonnes, un peu plus riches en cuivre, avec 2 de cuivre, 1 gramme de tonne d'or également. Ce projet-là a été optionné récemment à une compagnie qui s'appelle Abitibi Metal Corp. Avant ça, le nom de la compagnie, c'était quoi, Catherine? Gold Seek Resources, qui est devenu Abitibi Metal Corp. On a optionné pour 80 des intérêts, quand même une option qui va faire en sorte de réactiver cette propriété-là qui était dormante depuis 2018. Donc, on n'était plus vraiment en mesure d'obtenir des financements de notre actionnaire principal. Donc, la façon de revitaliser ce secteur-là, qui a encore, ma foi, pas mal de potentiel, c'était de l'optionner avec un partenaire qui va être en mesure de financer des travaux conséquents de forage. Donc, ça commence déjà cette année. Les autres propriétés, on a la propriété Carrel, qui est en mauve ici, dans l'extension de B26, la même géologie, et la propriété Calixa, qui est encore plus à l'ouest, qui semblait quand même assez distal là, par rapport au secteur Selby en tant que tel, mais l'an passé, Midland et Probe sont allés forer un sondage à quelques centaines de mètres de la limite de la propriété. Ils ont intersecté ce qui semblait être des unités de type un peu gîte porphyrique, cuivre, molybdène, argent, or, pas dénué d'intérêt du tout. Donc, 1,2 de cuivre sur 345 mètres, c'est certain que ça nous donne le goût de retourner. Donc, ce qu'on va faire là, dans les prochains mois. Principal objet de ce que je vais vous montrer ce soir, c'est le secteur de la propriété Wagozik. Wagozik est situé immédiatement à l'ouest de l'ancienne mine Selby. La mine Selby, c'est quand même une grosse mine. On parle de 57 millions de tonnes, polymétallique, 0,9 de cuivre, 1,8 de zinc, 39 grammes de tonnes d'argent, 0,55 grammes de tonnes d'or, en partie open pit, en partie souterraine. Donc, une grosse opération minière qui a duré durant plusieurs années. Beaucoup de métal dans le secteur. Donc, nous, sur Wagozik, on a l'extension directe de la géologie de la mine Selby. 2 indices principaux qui ont été travaillés cette année, avec des intersections quand même intéressantes. Cette année, un des sondages a intersecté 40 mètres à 3,5 zinc, 74 grammes de tonnes d'argent, un peu de plomb. Et un autre secteur qui est l'indice Xylem à l'ouest, à l'est, pardon, qui a intersecté 13,8 mètres à 1,77 de cuivre, 15 grammes de tonnes d'argent, un petit peu d'or. Donc, c'est des teneurs quand même très intéressantes. C'est plus que de la fumée rendue là. Ça devient quelque chose qui est très intéressant. Ce que je vais vous présenter un peu, c'est le travail qui a été fait pour en arriver à ça. Donc, géologie locale. Désolé pour les non-géologues, là, mais c'est la partie un peu plus technique. Ce qu'on voit ici, la grosse masse en rose, c'est ce qu'on appelle le pluton de Brouillan. L'effet du pluton de Brouillan, en fait, c'est que la déformation entoure un peu le pluton. Donc, on a des zones de déformation plus intenses en périphérie, avec une stratigraphie subverticale. Lorsqu'on arrive dans le secteur de Wagozik, on est plutôt à l'ombre, grâce au pluton, à l'ombre de la déformation, ce qui fait qu'on se ramasse avec une stratigraphie qui est à faible pendage vers le sud, localement peut-être même subhorizontale. Donc, ça change la donne et le taux de déformation est beaucoup moins élevé. Donc, on va commencer ce soir sur le projet Wagozik à vous montrer le secteur de l'indice détour Selby, sur lequel un sondage a intersecté un sulfure massif, qui est le VMS 037. Je vous le donne en mille, c'était le trou 37 qui a frappé le VMS. Donc, je vais vous montrer un peu le travail qui a été fait là, de dégrossissage là-dessus.
Ensuite de ça, on va se déplacer 3 km vers l'est pour parler un peu de la zone cuivre donc, et de l'indice Xylem. Historiquement, sur Wagazik, SOCAM a réalisé 42 forages en 2011 et 2020 pour 20 000 mètres et plusieurs levées de géophysique pour dégager des cibles. En 2020-2022, on a arrêté et on a réinterprété en utilisant toutes les données lithogéochimiques disponibles. Donc, un nouveau modèle lithostructural, un nouveau modèle géologique, nouveau concept d'exploration pour dégager des nouvelles cibles qui ont été validées en 2023 avec un modèle conceptuel type CELB, donc c'est un hybride sulfure massif épithermal. Il y a eu 17 forages qui ont été réalisés pour 5 811 mètres et des levées IM en forage. Si on regarde maintenant la modélisation lithostructurale, c'était fait avec Leapfrog. Donc, ce qui a été fait, en fait, c'est principalement dégrossir la géologie de base, définir quelles étaient les unités de roches volcaniques présentes avec la lithogéochimie, parce que les descriptions géologiques, des fois, d'un géologue à l'autre, ça peut changer, mais la lithogéochimie, généralement, ça nous permet de nous donner des bons guides pour simplifier et rendre la géologie plus claire. Suite à ça, on a ajouté la minéralisation, les altérations et la géophysique pour vraiment réussir à avoir un portrait d'ensemble pour justement nous permettre d'aller cibler des structures synvolcaniques et potentielles qui ont permis la circulation de fluides et éventuellement le dépôt de sulfure massif. On va regarder une coupe, donc une section regardant ouest de 100 mètres d'épaisseur dans le secteur, ce qui donne quand même une bonne densité d'informations qui nous permet de mieux comprendre justement la géologie. Ce qu'on voit là-dessus, 4 unités principales, un dôme de dacite au sud, sur lequel vient buter nos unités de la base, qui est un tuf felsique intermédiaire, beaucoup de volcanoclastite dans le secteur, évidemment. Un rhyolite tuf felsique dans le secteur, disons, intermédiaire. Un niveau exhalatif qui s'exprime par des sulfures massifs, de la pyrite lithée, des chertes, des zones à carbonate, des zones à formation de fer, etc. Ensuite de ça, des essaims de dike, qui est un autre indice généralement révélateur de la proximité de conduits volcaniques. Et finalement, au-dessus de tout ça, le secteur de tuf intermédiaire, donc on parle de tuf andésitique, qui est un traceur géochimique dans le sens que ici, près du VMS, on se ramasse avec un tuf vraiment de type plus débris flots, mais très altéré, donc on sent une certaine proximité. Déjà, ça nous donne des indices. Ce qu'on voit là-dessus, comme n'importe quel vieux géologue de VMS va vous le dire, bien, ça prend des failles synvolcaniques, on a des dikes, on a un contact qui semble être intéressant ici, et un niveau exhalatif, avec présence de sulfure massif près de la jonction triple. C'est quand même intéressant. Quand on ajoute à ça, ça prend un grand respire, ça fait un beau melting pot de couleurs. On ajoute à ça l'information sur les zonations métalliques et les altérations. Ça nous permet de reconstruire notre édifice théorique de sulfure massif qu'on a appris à l'école, de type Noranda un peu. Donc, quand on regarde plus en détail, ce que ça donne de la base vers le sommet, c'est qu'on arrive à la base avec des zones à stringers de cuivre, avec des altérations associées chlorite séricite dans le secteur. Plus on s'approche du niveau exhalatif, on se retrouve avec des zones à carbonate, des carbonates de plus en plus riches en fer au fur et à mesure qu'on se rapproche. Ensuite de ça, vraiment, les zonations métalliques, on passe de cuivre à zinc avec des dépôts de sulfure massif à pyrite et à zinc également. Les altérations qu'on retrouve à proximité, c'est
les carbonates, mais aussi de la silicification dans la rhyolite sous-jacente. Donc, on semble avoir une zone de dépôt reliée au système exhalatif qui est propice à la présence de minéralisation de type VMS. Une fois qu'on a ça, c'est la zone facile parce qu'il y a une bonne densité d'informations. Donc, c'était notre pratique un peu pour développer le modèle, puis dire, bien, est-ce qu'on a ça ailleurs dans un secteur qui pourrait nous permettre de trouver un autre dépôt? Il faut s'entendre que le secteur de l'indice des taux, il y a quand même encore du potentiel, mais il y a eu des efforts assez considérables qui ont été faits au niveau du forage dans le passé. Donc, c'est intéressant pour nous de voir s'il n'y avait pas d'autres choses ailleurs où c'est plus tranquille, où il y a moins d'informations géologiques. Donc, on s'est déplacé vers un indice qui était existant, qui s'appelle l'indice zone cuivre, à 3 km à l'est, et on est allé appliquer le même modèle. Ce qu'on avait, c'est un forage, qui est le 0,34, dans lequel il y avait une forte anomalie en cuivre, donc 0,06 % de cuivre sur 562 mètres, dans un tuf intermédiaire, avec une altération en séricite chlorite très forte en début de trou. Si on regarde tout ça, des anomalies PP au-dessus, en surface, ici, ça nous permet peut-être de penser qu'on est dans l'équivalent de la section que je vous ai montrée tantôt, donc l'équivalent d'un système où on serait proche de la zone à stringer de cuivre. Ce qu'on a fait, on est retourné forer, conséquemment au fait qu'on avait une cible géophysique, mais une cible aussi potentiellement de lithogéochimie avec ces indices-là. Donc, on cherchait nos conduits syvolcaniques, des lentilles de sulfure massif, des brèches hydrauliques, des veines, des stringers à cuivre, etc. Premier trou, le trou 0,47, foré comme ça. En début de trou, on se trouve avec des veines de quartz, avec du cuivre natif, de la chalcopyrite, visiblement remobilisée dans un tuf intermédiaire. Suite à l'analyse, étant donné que c'était subparallèle à l'axe de la carotte, on a fait un second sondage, qui est le sondage 48, dans lequel, effectivement, on a recoupé des veines de cuivre natif, de chalcopyrite, mais avec des meilleurs angles, puis en fond de trou, une rhyolite très altérée. On a fait un suivi, qui est le trou 58. Il semble très proche ici, mais il faut comprendre que la section a 600 mètres d'épaisseur. Donc, on a quand même une distance là, de l'ordre de 200 mètres, je crois, entre les deux trous. C'est là qu'on a fait la découverte qu'on a appelée xylème, où on a retrouvé dans la rhyolite altérée une minéralisation bréchique à haute teneur en cuivre, ce qu'on appelle communément des zones à stringer, peu déformées, dans une rhyolite altérée. Donc, c'est un peu la démonstration du modèle qui semble vouloir s'appliquer également dans ce cas-là, avec potentiellement un conduit syvolcanique qui passe à proximité de ça. Je crois que la carotte qui est sur la photo est ici. Mais ce que ça a donné, en fait, c'est 13,8 mètres à 1,77 % de cuivre et 15 grammes-tonnes d'argent, avec beaucoup de similarités avec une des zones qui était minée à la mine CLB. Donc, ça doute. Puis, si on regarde, en fait, c'est à quelques kilomètres de la zone A2 de la mine CLB. Beaucoup de similitudes. Géologie similaire, lithogéochimie semblable aussi. Donc, ça nous donne pas mal d'espace pour aller vraiment tester et éventuellement faire la mise en valeur de ces secteurs-là. Donc, ça conclut pour le secteur CLB. Je passe la parole à mon collègue Gabriel qui va vous entretenir un peu plus du lithium et du nickel-cuivre. Je te passe.
Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ah bah super, parfait. Donc bonjour, merci Tony pour la première partie de la présentation. Moi, je vais continuer avec peut-être un peu la saveur du mois qui est les projets de lithium au Québec. Donc on va passer en fait au travers différentes catégories de projets qu'on a dans le lithium. On va passer des projets qui sont extrêmement avancés aux projets en forage, à des projets qui sont à leur balbutiement, donc vraiment au début, grassroots, pure génération. Donc ici, en fait, si vous voyez, c'est la carte des principaux projets qui sont actifs dans le lithium au Québec. Notre projet principal est le projet Moblan, qui est en partenariat avec Sayona, donc 40% Sochem, 60% Sayona. On a aussi une série de projets partenaires avec Azimut qui sont à la baie James, et on a des projets également 100% Sochem comme la Carbour et le projet Juno. Donc, c'est des projets qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, puis en fait, on essaie d'être actif dans la majorité des régions qui sont prospectives. Donc, on va commencer avec le projet de Sayona, le projet Moblan. Le projet Moblan, c'est un projet qui a été jalonné par Sochem en 2001. Au début, en fait, ce qui est impensable en ce moment, c'est de penser qu'il y avait des indices de libre en lithium au Québec, mais c'était le cas pour l'indice Moblan qui avait été trouvé par le ministère des Ressources naturelles. En fait, c'est un géologue un petit peu visionnaire chez nous qui s'appelait Philippe D'Amboise qui a vu en fait la vague des batteries et autres qui allait commencer à arriver. Donc, il a décidé de prendre une position de terrain. Puis après, de fil en aiguille avec des partenariats, on a essayé d'étendre la propriété. Puis là, ça a donné un premier partenariat où est-ce qu'on est rendu 40-60%. Donc, Sochem a développé ce projet-là jusqu'en 2020, a été opérateur du projet et il l'a développé jusqu'aux premières études, des premiers calculs de ressources. Et Sayona est arrivé dans les environs de 2021. Il a repris le projet puis l'a amené en fait à son stade actuel. Donc, quand on parle de projet, on parle d'un des plus gros gîtes de lithium au Québec. Il y a une nouvelle estimation de ressources qui a été publiée cette année. On parle de 49,9 millions de tonnes à 1,2 LiO2 en ressources mesurées indiquées et au plus 21 millions de tonnes à 1,02 LiO2 en présumé. Donc, on parle d'un gisement qui est quand même assez conséquent. Pour cette année, énormément de forage. On parle de 60 000 mètres en forage d'exploration et plus de 15 000 mètres en condamnation. Les étapes qui vont suivre, en fait, là, on prévoit la publication d'une première étude de faisabilité dans le premier trimestre de 2024 et Sayona prévoit le début de la construction pour 2025 et le début de la production pour 2027. Au niveau de projets un petit peu moins avancés, mais qui sont, disons, en forage ou en exploration avancée, un petit peu plus poussé que de la prospection. On a une alliance stratégique avec Azimut. Donc, Azimut, par le passé, on avait une aire d'intérêt avec eux et ont généré en fait différentes cibles pour différentes commodités. Comme Tony en a parlé, plusieurs projets qui étaient soit pour de l'or ou du cuivre se sont transformés en projets de lithium parce qu'ils étaient en fait à des endroits qui étaient très stratégiques. Ces projets-là en font partie. Pour l'instant, on en a 4 qui ont été travaillés cette année, soit les projets Piquois et Pontois qui sont gérés par Sochem et les projets Galiné et Dalmas qui sont gérés par Azimut. Ce qui est bien avec les alliances stratégiques, c'est qu'on essaie de mousser en fait les forces de chaque entreprise. Donc souvent, en fait, les entreprises, il y a des travailleurs de chaque entreprise qui vont travailler ensemble sur les projets pour partager des connaissances et de l'information. On parle d'au plus 4 millions d'investissements qui ont été planifiés ou qui vont être dépensés en fait sur ces projets-là cette année. Quand on regarde des projets Piquois et Pontois, on va commencer par Piquois, en fait, qui se trouve juste ici, qui est dans un endroit assez névralgique à la baie James, parce qu'on est dans la continuité directe du plus gros gisement de lithium au Québec, qui est celui de Patriot. Donc, lui a été exploré cet été. Les résultats sont encore en analyse, donc on est en attente des résultats. Quand on va pouvoir les publier. Même chose pour le projet Pontois, où il y a eu de la prospection, puis on est en attente des résultats. Le projet Galiné, qui est un petit peu plus à l'est, en fait, des projets Piquois, est aussi très, très intéressant parce qu'il est adjacent, en fait, à la propriété Adina de Winsome Resources, qui a publié un premier calcul de ressources cette semaine à 59 millions de tonnes à 1,26 LiO2, donc une autre ressource qui est assez grande, assez grosse, et notre propriété dans la continuité de cette minéralisation-là.
Comme vous pouvez le voir ici, ça, c'est des forages qui ont eu lieu sur Adina et ça, c'est d'autres forages qui ont eu lieu sur Galinée qui ont intercepté des pegmatites à spodumène. On n'a pas encore de résultats. Les pegmatites ont été identifiés visuellement et grâce à un LIB, donc on a pu prouver qu'il y avait du lithium, donc on est toujours en attente. Mais on a eu quand même des intersections qui étaient assez conséquentes, jusqu'à 78 mètres interceptés. Le projet Juno est un projet qui est quand même qui est à ses tout débuts, en fait, là, qui est vraiment de l'exploration grassroots, qui a été proposé par un des géologues qui a travaillé, Jean-François Gagnon, en fait, là, qui a été le gérant du projet Mont-Blanc pendant plusieurs années. Donc, c'est vraiment une cible qui est conceptuelle et qui est un petit peu au nord de Mont-Blanc. Et le but, c'est de valoriser le potentiel litinifère d'une section qui est vraiment moins explorée de l'Opatico. Donc, en 2023, on a acquis 407 sites miniers. Et comme vous pouvez le voir, notre projet Mont-Blanc est ici, juste au sud. On est à 25 km plus au nord. C'est un projet qui est extrêmement facile d'accès, qui est traversé par une série de chemins forestiers, donc qui va être facile à prospecter. Pour vous mettre en contexte, au niveau géologique, en fait, c'est une région où on trouve plusieurs ingrédients qui seraient nécessaires pour trouver, en fait, des pegmatites litinifères. Donc, on est proche de contacts entre différentes sous-provinces. Il y a des granites hyperalumineux qui sont présents et souvent aussi, c'est des secteurs où on regarde, où est-ce qu'on cherche en fait des unités soit d'amphibolite ou de roche mafique. Et nous, on se base beaucoup dans nos travaux de génération sur des travaux qui ont été faits précédemment par des consortiums de recherche. Donc, on pense au Consorem. Le Consorem a développé des outils qui nous aident à soit générer, disons, ou à un outil en fait qui s'appelle magnétomodeleur. Puis le but, c'est en fait d'interpréter le magnétisme et de pouvoir peut-être proposer différents types d'unités qui pourraient se trouver là. Et en fait, l'interprétation qui était à faire, c'est que le gîte de Mont-Blanc ici, qui est dans une ceinture de roche verte de Frotté-Evans, mais il y aurait probablement une continuité qu'on espère en fait trouver, qui a été peu ou pas explorée, qui serait vers le nord. Puis, les unités d'amphibolite qui seraient reliées à ça ont été trouvées dans le passé par différents projets de SOCEM de prospection, soit les projets Courceron et Ocumo. Donc, en compilant nos anciennes données historiques, on s'est rendu compte qu'on avait des pegmatites dans le secteur, qu'il y avait des amphibolites, puis peut-être que la prédiction, en fait, était valable. Donc, ça nous donne confiance, en fait, pour aller explorer ce secteur-là. Donc, pour l'été prochain, ce qui est à suivre, c'est principalement, ça va de la prospection et différents levées de l'environnement secondaire. Au niveau du nickel-cuivre magmatique, là, on est dans une autre sphère. Pour l'instant, on n'a pas de partenariat. C'est des projets qui sont 100% générés et créés par SOCEM. Donc, pour vous mettre en contexte, on avait des projets de génération de cibles, en fait, qui essayaient de s'inscrire dans la stratégie gouvernementale de valorisation de minéraux critiques et stratégiques. Donc, souvent, la force de SOCEM, c'est d'aller voir où est-ce que les gens n'ont pas le goût d'aller ou n'ont pas l'argent ou n'ont pas, en fait, d'incitatif à aller voir. Puis une de ces sections-là, ou des secteurs, en fait, qui étaient assez intéressants pour nous, c'était un secteur qui était juste à l'est ici de Chibougamau. Ce que vous voyez comme carte ici, c'est la carte, en fait, c'est l'état des connaissances géoscientifiques du Québec. Les couleurs bleues représentent des endroits où il y a très, très peu de connaissances, puis les couleurs plus vives, comme le rouge et le jaune, c'est des zones qui sont plus connues, donc beaucoup de forages. On peut reconnaître sur ces cartes-là les principales ceintures de roches vertes, là, comme l'Abitibi, la fosse du Labrador, Raglan, ces secteurs-là. Mais il y a des secteurs juste à côté des villes où il n'y a absolument aucune information. Comme vous allez voir dans ma présentation, il n'y aura pas de carte géologique parce qu'il n'y en a simplement pas ou très peu, en fait, qui sont produites pour ces secteurs-là. Donc, notre but, c'était de valoriser le potentiel en métaux de base ou en minéraux critiques et stratégiques dans ce coin-là. Comment on a fait pour approcher le secteur? C'est qu'on a eu une approche empirique. Donc, on a utilisé les données qui avaient été récoltées par le ministère parce que même si la carte était de faible résolution, il y avait une très bonne couverture au niveau des sédiments de fond de lac, au niveau du magnétisme. Donc, on a utilisé tous ces outils-là en faisant soit de l'apprentissage machine, des statistiques qui sont plus classiques pour essayer de cibler et trouver des minéralisations en nickel-cuivre. On a focusé sur des minéralisations qui avaient une certaine géométrie particulière. On a laissé tomber ceux qui n'en avaient pas ou qui n'étaient pas, disons, qui étaient soit horizontales ou autres. On a vraiment focusé sur ce qu'on appelle dans le milieu des plugs et qui ressortaient.
En faisant ce ciblage-là, on est arrivé à peut-être une quarantaine de cibles qu'on a patrouillées en fait là, très rapidement durant les étés. Puis ceux qui nous donnaient en fait des indices comme quoi qu'il y avait des minéralisations, on les attaquait un petit peu plus sérieusement. Dans ceux qu'on a attaqués plus sérieusement, on peut parler du projet Beauregard, en fait, qui était, quand on regarde sur l'ensemble du Grenville, une des anomalies de fond de lac les plus fortes au niveau multi-éléments. Donc, il n'y avait aucun travaux qui avait été répertorié dans le passé, puis il y avait une forte épaisseur de mort-terrain qui, en fait, empêche beaucoup de, justement, l'effort de cartographie. Lorsqu'on est arrivé sur le terrain, pas très loin de l'anomalie de fond de lac, on a trouvé une traînée de blocs qui était assez riche en cuivre. On parle jusqu'à 0,98 nickel, 0,28 cuivre et qui tournait autour de 2 à 3 grammes tonnes EGP. Donc, cette traînée-là a été tracée puis remonte vers le nord. Et là, ce qu'on a fait au courant de l'automne, c'est qu'on a testé cette cible-là et d'autres cibles en forage. On est toujours en attente des résultats. Donc, aussitôt qu'on va en avoir, on va pouvoir les communiquer pour ce secteur-là. Ici, vous avez des images, en fait, à quoi ressemblaient les unités de blocs minéralisés qui ont été retrouvées dans le secteur. Un autre secteur qui a été issu des projets de génération, c'est le secteur de Cardinal. Le secteur de Cardinal est situé entre Saint-Félicien, entre le lac Saint-Jean et Chibougamau, très facilement accessible par un réseau de chemins forestiers de classe 1. Donc, on pourrait partir de Chibougamau, ça prend peut-être 1h30 se rendre, puis on a accès à la propriété. Même genre de contexte, secteur peu travaillé, peu connu, peu de cartes géologiques, donc l'utilisation des sédiments de fond de lac pour localiser la cible. Cette cible-là, en plus, avait un contexte géologique assez intéressant. Ce qu'on recherche souvent quand on va chercher du nickel-cuivre, c'est la proximité avec des structures profondes, et celle-ci était située à l'intersection de deux types de structures, soit le contact entre deux ensembles géologiques importants, soit le paratochtone et l'allochtone, et des fers reliés au graben du Saguenay qui intersectaient la région. En fouillant dans ce secteur-là et en faisant des suivis sur des échantillons de sol qu'on a trouvés, on a réussi à trouver des blocs en surface qui nous donnaient en fait des indices comme quoi que le processus de ségrégation magmatique avait fonctionné et qu'on avait des sulfures. En analysant les lames minces, on s'est rendu compte qu'il y avait de la pentlandite, qu'il y avait de la chalcopyrite et autres. Ça nous a donné confiance d'aller plus loin, donc passer à la géophysique. Lorsqu'on a fait la géophysique, on a frappé une de nos plus grosses anomalies en fait électromagnétiques dans le secteur. Donc, on est allé ensuite en forage. On a fait 9 forages cet automne pour 1736 mètres, avec comme objectif de découvrir justement des minéralisations en nickel-cuivre magmatique. Et ça nous a permis de trouver 2 horizons qui étaient distincts. Donc, pour chaque anomalie qui avait été vue, en fait, on a réussi à frapper ici des sulfures massifs distincts, dont la zone Richelieu qui est exposée ici en carotte, qu'on va pouvoir peut-être regarder après la présentation. Pour la majorité des forages, les résultats sont en attente. Donc ici, une image en fait d'une intersection qu'on a frappée sur Cardinal. Donc on parle d'environ 34 mètres à 0,47 nickel, 0,76 cuivre, puis à 0,29 grammes palladium, 0,34 platine et avec un peu d'or. Donc quand même des beaux horizons assez larges, assez intéressants, puis qui ont été frappés à plusieurs reprises par plusieurs forages. Donc on va continuer l'exploration sur ce secteur-là l'an prochain. Ici, vous avez une primeur. En fait, c'est le dernier forage de la campagne. Donc ça, c'est une image, en fait, encore d'autres sections avec des sulfures semi-massifs, en plus de veines massives de chalcopyrite qui traversent la zone. Donc l'an prochain, les étapes à suivre, ça va être cartographie, des levées IM au sol, des levées MAG haute définition, ainsi que du forage sur ce secteur-là. Pour les projets de génération, en fait, le fait qu'on ait frappé là, on a repris des grandes positions de terrain dans le secteur pour les explorer un petit peu plus sérieusement. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à la conférence. En fait, je pense qu'on a essayé de vous donner un bel aperçu du genre soit de partenariat ou de stratégie que SOChem emploie pour différentes commodités. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. Vous pouvez venir voir la carotte qui est exposée. Donc, merci beaucoup. Tu peux garder le micro, des fois qu'il y a des questions. Si vous avez des questions, levez la main, je vais vous donner le micro pour être sûr que les gens qui sont en ligne entendent la question. OK, je le sais, la grosse question, c'est qui a été élu? Non, mais
Pas de questions pour nos conférenciers. Bien, merci, Tony, merci. Oui? Ah, OK. Bien, merci pour la présentation, très intéressant. Dans l'enjeu de la mise en place du plan Nord et des obligations de soustraire une partie du territoire à l'exploration, parce que pour pas qu'il y ait de travaux de nature industrielle, la perspective pour SOQUEM d'aller valoriser des territoires actuellement, allez-vous avoir assez de temps et d'argent pour faire le travail avant que l'échéance arrive à terme? Merci pour la question, Guy. La réponse, honnêtement, c'est que comme c'est là, on se concentre vraiment sur les MCS. On essaie de développer évidemment des secteurs qui sont sous-explorés. On aime bien être en pré-compétitif, disons, ou un petit peu en dehors des corridors connus. Ce qui peut arriver, oui, qu'on ait des contraintes qui apparaissent. Ce n'est pas nous qui décidons. On vit avec ça. Ça fait partie de la nouvelle réalité dans laquelle on doit demeurer quand même flexible et puis ouvert d'esprit. C'est là que je pense que l'équipe de SOQUEM tire son épingle du jeu justement en utilisant la science pour ouvrir des nouveaux territoires qui, autrement que ça, seraient plutôt tranquilles. L'exemple que Gabriel a montré entre le lac Saint-Jean et Chibougamau démontre qu'on n'est pas obligé d'être au Nunavut pour faire des découvertes. C'est un secteur qui, littéralement, n'avait pas de titre minier. Maintenant, on s'attend évidemment, on a annoncé le communiqué de presse hier, on s'attend évidemment à ce qu'il y ait des prises de position de terrain conséquentes dans le secteur. Oui, il y a des contraintes existantes, mais il y a une grande portion de territoire qui demeure quand même accessible et disponible pour le jalonnement. Merci. D'autres questions? Disons, je ne connais pas tous les paramètres de SOQUEM, mais il y avait beaucoup de nord du Québec, tout. Mais avez-vous des activités dans la région Abitibi-Témiscamingue ou c'est vraiment nord du Québec, territoire inexploité? Ou est-ce que l'Abitibi appartient aux grosses mains qu'on voit présentement? Ou c'est certain que si on parle de l'Abitibi, la plupart des gens parlent de la faille de Cadillac, bon, le tronçon, disons, Val-d'Or-Rouyn. On ne joue pas dans ce secteur-là. On a déjà été présent dans le passé, je crois. Maintenant, on se concentre un peu dans des secteurs un peu délaissés. Le secteur de Selby, pour nous, était plus ou moins intéressant jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que le moulin de Matagami tombe en maintenance. Ça nous a dit, ben ça prend du minerai pour alimenter une usine. Donc, pour nous, ça fait partie de notre mission aussi d'essayer de contribuer à ce que les usines existantes, les concentrateurs existants aient une chance de survivre ou ne soient pas démantelés. Donc, c'est ce qui a fait qu'on a décidé de réactiver le secteur de la mine Selby, qui n'est pas si loin que ça, qui est en Abitibi aussi, là, mais qui est un de nos secteurs les plus actifs. C'est vraiment devenu un projet fort pour cette raison-là. En s'éloignant un peu, le secteur de Desmarais-Ville, par exemple, c'est un autre exemple. On a une usine qui est la mine Bachelor, dans le coin, qui est une usine qui est en fonction. On a décidé également de faire des efforts supplémentaires sur nos projets qu'on appelle le secteur du lac Short pour trouver de l'approvisionnement éventuellement. Quand tu es proche d'une usine, tu n'as pas besoin d'un gîte de classe mondiale pour avoir une étude économique favorable, puisque tu peux amener ton minerai avec un camion. Bien, ça donne une chance. Donc, ça donne des opportunités.
puis ça contribue également à l'économie locale. C'est ce qu'on essaye de faire aussi. Oui, merci pour la présentation. Ma question, c'est sur le projet de Kujibo. Je me demandais où est-ce qu'il en était, que ce soit au niveau du modèle ou du développement. Merci pour la question, Lucie. Projet Kujibo, comme vous savez, il y a une étude économique favorable qui a été réalisée, je crois, en 2018, et puis basée sur des travaux de forage qui avaient été réalisés en 2011-2012, etc. Beaucoup de tests métallurgiques. C'est probablement, à mon point de vue, sinon le plus beau projet de terre rare au Québec, avec une bonne proportion de terre rare lourde, et puis quand même une facilité d'accès aux voies ferrées, à des ports en eau profonde, etc. Il y a quand même une problématique territoriale, on ne se le cachera pas dans le secteur, qui fait en sorte qu'on prend quand même on est prudent face à ce projet-là par rapport à ce qu'on veut absolument obtenir l'acceptabilité sociale des Premières Nations qui sont sur ce territoire-là avant d'avancer plus loin le projet Kujibo. Donc, on en est à l'étape de dire, OK, on prend un pas de recul, on prend le temps de bien discuter pour mieux avancer ensuite. Bon, merci à nos conférenciers. Puis, juste avant de donner les cadeaux aux conférenciers, pour la première fois en plus de 12 ans, j'ai oublié de remercier nos commanditaires en commençant. Peut-être l'âge, je ne sais pas. Un gros merci à nos commanditaires parce qu'évidemment, 5 commanditaires, on ne réussirait pas à faire nos activités comme on les fait là, à la cadence qu'on les fait. Puis si vous avez apprécié la consommation que vous avez eue en arrivant, c'est les commanditaires qui sont là. ILEC Industrie, Forage Nordique, MI3 Communication financière, le citoyen Aricana. Sayona qui est là est devenu maintenant notre... il s'affiche à l'écran sur le côté. C'est notre commanditaire prestige cette année. Fait un gros merci à ces commanditaires-là. Ah. Je vais reprendre ma feuille. OK, c'est vrai. Les cadeaux aux commanditaires. On va suivre les ordres, les choses dans l'ordre. Amélie? Fait que pour nos commanditaires, on a une toile. Fait que Tony et Gabriel, je vous invite à venir en avant. Puis, exceptionnellement, je vais aussi inviter Catherine à venir en avant parce que si vous ne l'avez pas entendu à la radio un matin, ça va être c'est conservé sur le site web de Arsenal Média. Catherine, elle a participé à une nouvelle chronique radio qu'on fait une fois par mois. C'est vrai, c'est vrai. On a le même livre. Merci. Merci Robert. Maintenant, la prochaine conférence, ça va être à Amos le 16 janvier. Ghislain travaille encore dessus. En février, on répète la journée maillage minière qu'on a faite il y a 1 an et demi. Ce qui fait que vous allez recevoir dans les jours qui viennent là, des invitations pour participer autant comme donneur d'ordre que fournisseur de services. Excusez. Fait que c'est une très grosse activité qui va avoir lieu toute la journée là, du 6 février, mardi 6 février. On commence la journée avec José Méthode qui va donner la conférence d'ouverture. Pour le PDAC, c'est déjà le temps d'y penser. En passant, on vient d'avoir 2 bons congrès là, à Québec et à Montréal. Ça a été des bons congrès cette année.
Le PDAC, si on continue de la même foulée, ça devrait être bon aussi. J'ai reçu des courriels pour me demander si on préparait des vols pour le PDAC comme les années précédentes. Honnêtement, je ne sais pas, probablement. Il s'agit qu'il y ait de la demande pour. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, là, envoyez-moi des courriels pour m'en parler. Parce qu'évidemment, envoyer un avion vide, là, c'est moins intéressant. Là. Fait que maintenant, c'est vrai, il faut procéder aux 2 bourses étudiantes, au tirage des 2 bourses étudiantes. Où sont les petits papiers? Ah, ils sont là. Puis après, on va dévoiler T'es mis là-dedans? Ou bien dans ça n'a pas d'importance, là. Vas-y. OK. La première gagnante, Maroua Essifi. Et le deuxième gagnant, Abdelaziz. En fait, Abdelaziz, comme il est là, on pourrait prendre une photo. Félicitations. Merci. Fait que le Danny, notre secrétaire, va pouvoir nous dévoiler les résultats. C'était chaud. Donc, on a ex aequo 2 candidates, Danica Pasqua et Lucie Mathieu, qui ont gagné. Félicitations. Bienvenue sur le CA de l'ICM. Fait que vous commencez lundi. Puis on peut tout de suite vous dire qu'on peut vous donner une augmentation de 25 %. 25 de zéro. Ben, 25 d'augmentation de tâches quand même. Fait qu'on va souhaiter bonsoir aux gens qui sont en ligne. Fait qu'on va continuer ici.